Alors, merci à tous les trois. Donc, je disais que nous allions reparler gestion de crise. Et pour en parler, à côté de moi, Véronique de Jocas, vous êtes Risk et Insurance Manager du groupe Téléperformance. Emmanuelle Hervé, vous êtes consultante et directrice générale de votre structure E, H et A, on va dire Emmanuelle Hervé et associés. Et Benoît Vray, alors depuis quelques mois, vous êtes responsable de la gestion des risques et de la qualité des autoroutes et tunnels du Mont-Blanc, mais vous êtes également enseignant-chercheur à la Sorbonne, spécialisé en gestion de crise et PCA, justement. Alors, pour commencer, on va continuer un peu le récit. Véronique, un mot sur Téléperformance. J'avoue que c'était encore plus énorme que ce que je pensais, donc c'est peut-être bien de nous rappeler à quel point c'est énorme. Et puis, comment est-ce que vous avez vécu ce basculement, vous aussi, dans la crise? Bonjour à tous. Quelques mots sur Téléperformance. On est un leader mondial de services aux entreprises en solutions digitales intégrées. Donc, un peu, pour faire simple, on fait tout ce qui est externalisation de services clients pour le compte de grands donneurs d'ordre. Si on en revient à la crise Covid et un exemple, on a été la hotline ou le numéro vert pour une quinzaine de gouvernements pour rassurer, informer et protéger les populations. Voilà notre travail. Combien de salariés? 331 000. Donc, pour revenir sur la crise, et je reviens à ce qui a été dit dans la première table ronde, nous on a vu arriver la crise très tôt puisqu'on est présent dans 80 pays, dont la Chine et l'Italie. Donc dès ce moment-là, nos centres ont fermé dès janvier en Chine. Ils ont réouvert assez rapidement avec la mise en place des mesures barrières et aussi avec l'accord des autorités locales. Donc ça a été un peu notre leitmotiv pour réouvrir nos centres, c'est effectivement d'avoir l'accord des autorités. Donc dès lors, on a mis en place toutes nos mesures sur l'ensemble de nos pays, donc 80 pays, et on a travaillé avec 2 comités. Le premier comité, c'est un comité de crise dirigé par notre PDG et fondateur, qui représentait 35 leaders du groupe. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle un comité de transformation de crise. Et là, il rassemblait 100 leaders de moins de 45 ans et qui étaient en charge de 2 choses. Le premier, c'était de mettre en place les mesures décidées par le comité de crise. Et le deuxième, c'était de proposer des solutions de transformation de notre outil de production. Très concrètement, tout ça, le 18 mars, c'était en action ou bien avant? Ça a déclenché quand? Ça a déclenché fin février. Grâce à l'arrivée par l'Est. Exactement. Emmanuelle Hervé, qu'est-ce que vous avez vu dans les entreprises où vous intervenez? Téléperformance, c'est un bon élève, hein? Bien sûr. Non, est-ce que ça s'est aussi bien déroulé dans toutes les entreprises? C'est assez hétérogène, j'ai envie de dire. Bien entendu, les entreprises très internationales et qui étaient présentes en Asie avaient l'œil un peu plus aiguisé sur la question, mais ça n'a pas forcément empêché les biais cognitifs qui ont été terribles en fait pendant cette crise particulière du Covid, et des biais qui ont empêché de se dire que oui, ça pouvait quand même arriver en France, en fait, au siège. Bon, c'est en Asie, c'est loin, et même en Italie, les Italiens, c'est pas tout à fait comme les Français, et il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont eu énormément de mal à utiliser le retour d'expérience ou le fait que c'était déjà en Asie, et même eux étaient quand même présents ou avaient des sous-traitants ou des clients en Asie. Et donc ça, c'était une caractéristique assez incompréhensible, mais enfin, ça s'est vu un peu partout. Après, nous, on a observé, on a évidemment accompagné pas mal d'entreprises dans cette entrée en crise. Donc l'entrée en confinement, la sortie du confinement, les différents sujets. On a encore aujourd'hui pas mal d'entreprises qu'on accompagne parce que il y a des créations de clusters, il y a des choses de gestion de la réputation, de la com interne, de la com externe qui sont encore très compliquées aujourd'hui, donc c'est pas du tout fini. Mais ce qu'on a observé, pour être un peu technique sur la gestion de crise, c'est qu'il y a eu quand même un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas basculé en gestion de crise. Et ça, c'est assez... c'est un classique, c'est-à-dire que vous avez un plan de crise. Je pense que le professeur pourra abonder dans ce sens-là. Dans les premières pages d'un plan de crise, vous avez ce qu'on appelle un système expert d'aide à la décision qui va
déterminer qu'est-ce qui fait qu'on appuie sur le bouton rouge et on ouvre une cellule de crise. Donc ça, c'est la base, c'est pas au doigt mouillé. Hein. Normalement, il y a des critères, il y a une pondération, voire un petit algorithme qui fait qu'on décide. Et si on prend tous les plans de crise de ces clients en question, par exemple, évidemment, il aurait fallu ouvrir une cellule de crise. Mais ils l'ont pas fait. Alors ça, c'est voilà, ça fait partie des retours d'expérience et ça a eu des conséquences très lourdes pour les gens. Pourquoi ils ont sauté les premières pages Parce que déjà, ils n'ont pas ouvert le manuel, ce qui est un classique aussi. Et puis parce que finalement, cette espèce d'idée, enfin deux choses. Les entreprises, la plupart du temps, et encore maintenant, sur cette crise du Covid, n'ont pas été mis en cause. Pour eux, la crise, c'est je suis accusé de quelque chose. Je viens de polluer la rivière, j'ai envoyé dans les magasins des produits avec des salmonelles. C'est ma faute, plus ou moins, mais enfin, en tout cas, ça pourrait être perçu comme ça. Et donc là, oui, j'ai une crise. Mais dans cette crise très particulière où à la fois ma famille est touchée, les enfants, mes voisins, mon entreprise, etc. J'ai pas l'impression d'être particulièrement en cause en fait. Je me dois de réagir, de faire des choses, mais c'est pas ma faute. Donc, eh bien, il n'y a pas eu cette réflexion dans ce sens-là. Voilà. Benoît, en complément, tu as vu ça aussi et comment tu l'expliques en complément, cette crise, elle met en exergue le fait que les PCA doivent évoluer. Moi, j'appelle ça le passage du PCA 1.0 au PCA 2.0. Le PCA, on va appeler ça Alors, le plan de continuité d'activité, bien évidemment, c'est-à-dire qu'historiquement, c'était un document, effectivement, sur lequel on a posé des scénarios en disant si la baie informatique est en panne, on fera ça, si le bâtiment brûle, on fera ça, mais en postulant intellectuellement deux choses qui sont absolument fausses, c'est que, l'environnement susceptible d'apporter du secours serait vivant, ce qui n'a pas été le cas ici, et que 2, les personnels qui devaient travailler sur le site de repli ou en travail distant seraient des automates et non pas des individus. Je m'explique sur l'environnement, puis sur les personnels. Sur l'environnement, en fait, au-delà d'une approche périmétrée par scénario, aujourd'hui le PCA, il doit être, j'allais dire, une sorte de poupée gigogne. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'on ait des solutions de continuité d'activité à chacune des échelles de la crise, du local au régional, au national et à l'international. C'est ce qu'on appelle une approche fractale. Il faut qu'on ait un invariant de résilience, quelle que soit l'échelle à laquelle la crise va survenir. Et en l'occurrence, si tout le pays est confiné, ce qui n'était pas imaginé. Si tout le pays est confiné, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une approche binaire, soit l'entreprise fonctionne, soit on est en PCA. Il faut avoir une réponse proportionnée en fonction de la crise. Alors là, la crise, effectivement, elle était quasiment... Sur le temps humain, on va dire qu'elle était sans précédent, ce qui est faux d'un point de vue historique. Il y a eu la peste à Venise en 1576, etc., etc. On a connu des événements comme cela, mais pas d'histoire d'homme, pas de mémoire d'homme. Et donc ça, il va falloir le retravailler, et on avait déjà identifié ce point-là sur Fukushima, sur le printemps arabe, etc., etc. Il y avait des banques, par exemple françaises en Égypte, le site de repli du Caire, l'agence était au sud du Caire, le site de repli était au nord, sauf que là c'est toute la région qui avait bougé. Donc on est vraiment dans cette approche fractale, au sens de Benoît Mandelbrot, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on ait une capacité à avoir une certaine forme de résilience du local au global. Là, on était dans un cas extrême, mais il faut garder cette philosophie. La deuxième chose, c'est de se dire que les bonhommes qui tiennent la maison, si j'ose dire, les gens qui sont susceptibles d'assurer de la continuité d'activité, ne sont pas des automates, mais sont des humains. Donc ces gens-là, il va falloir qu'on intègre tous les facteurs psychologiques du stress, toutes les contraintes familiales, puisqu'on a eu cet effacement de la frontière entre vie privée et vie personnelle. On a des gens qui sont retrouvés certes en télétravail, mais avec les marmots sur les bras, faisant de la continuité aussi pédagogique. Et donc on a eu des déperditions de productivité énormes, et des gens qui ont essayé de travailler pour les entreprises, tout simplement parce qu'ils ont un emprunt sur 20 ans pour acheter une maison, mais quelque part psychologiquement, cet espace psychologique, cet espace de cerveau disponible, comme on disait chez TF1 il y a une dizaine d'années, elle n'était pas là pour l'entreprise, elle était plutôt là pour gérer le quotidien, ce qui veut dire qu'il y a eu de vraies déperditions au niveau de la productivité des gens qui étaient en télétravail. Et Emmanuel, une réaction sur cette analyse peut-être ? Effectivement, alors moi j'aime bien toujours
rappeler la différence entre un PCA et justement un plan de crise. Alors comme on est entre pairs, je pense que ça fait pas trop sujet, mais juste. Non, je pense que c'est important pour les dirigeants d'entreprise, si tu veux Oui. repréciser, parce que D'accord. justement, on s'adresse à un public plus large. En fait, c'est pas tout à fait, enfin, c'est pas du tout même le même métier. En fait, il y a un métier qui consiste à faire un espèce de catalogue de tous les risques possibles, à scénariser et évidemment à faire baisser la probabilité du risque, enfin la probabilité d'occurrence du risque. Et un métier qui est la gestion de crise et qui est justement le traitement du Black Swan où il y a 0 scénario. Donc en fait, c'est pas du tout le même état d'esprit. Et l'imagination, donc tout ce travail de prévention, d'imagination pour se dire allez, qu'est-ce qui peut nous arriver, quels sont les scénarios possibles. Et moi j'ai vu dans des PCA ou des plans particuliers de protection des PPP pour les OIV, j'ai vu pandémie, enfin c'est écrit dessus, hein, mais avec par exemple probabilité 1, impact 0. Voilà. Et c'est un peu ça qu'il y a dans les PCA, enfin qu'il y avait dans les PCA. Or, quand on fait de la gestion de crise, c'est pas le même état d'esprit que la continuité d'activité. La gestion de crise, on la déclenche avec un événement qu'on va considérer comme chrysogène et certainement pas sur un scénario. Donc, on va pas aller chercher un scénario sur lequel on aurait réfléchi, jamais. Donc, on va dérouler une méthode de gestion de crise qui est la même, que ce soit une cyberattaque, que ce soit une explosion nucléaire ou que ce soit une crise sociale, en fait. C'est la méthode qui compte et pas le scénario. Et donc c'est la réflexion, c'est comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce qu'on pose les choses, qui doit venir dans la cellule de crise pour travailler ensemble, et rien n'est préétabli à part cette méthode en fait. Et donc c'est dramatiquement différent. Alors, tout à l'heure, le sujet du rétex, du retour sur expérience a été abordé, et j'ai dit qu'on reviendrait dessus. Véronique, est-ce que vous avez fait un rétex? Est-ce que c'est déjà possible? Est-ce que c'est un peu tôt chez vous? Et quel est votre retour sur expérience? Disons qu'on le fait un petit peu en continu, puisque la crise n'est pas tout à fait finie. Donc je dirais pas qu'on est amené au bout du process. En tout cas, comme on est chez nous dans un mode de transformation complète de l'outil de production, effectivement, on apprend chaque jour et le rétex, un peu, il est au fil des jours. Bon, après, il faut pas. La crise n'est pas finie, donc je pense que ça sera peut-être un process qui sera fait un peu plus tard sur ce sujet-là. Et je reviens juste pour appuyer ce que tu disais entre la différence entre le PCA et la gestion de crise. Nous, nos PCA prévoyaient pas qu'un événement majeur impacte tous nos centres en même temps, de tous nos pays et pour longtemps. Et clairement, c'est la gestion de crise qui est venue en appui avec une méthodologie pour dire d'accord, on a ça, il n'y a rien de prévu, qu'est-ce qu'on fait? Et je crois que l'entreprise a mis en place des solutions qu'elle n'aurait jamais imaginées possibles, peut-être 3 mois avant. Et on est passé de 5% d'agents en télétravail à 80% au plus fort de la crise. Donc je crois que c'est important cette différence. Sur les rétex, Emmanuel, Alors, l'opportunité, le temps du rétex sur la crise Covid en particulier. Bon, le rétex c'est un élément, c'est le dernier chapitre du plan de crise. Alors, si on l'a pas ouvert au démarrage, il y a assez peu de chances. Et comme vous le savez, c'est compliqué de motiver les COMEX à faire leur rétex sur la crise. Voilà. Alors, est-ce que c'est le temps du rétex pour le Covid? Oui ou non? J'ai envie de dire, c'est à la fois aujourd'hui, là, début octobre, trop tard et trop tôt. On a mené des rétex en juin-juillet, qui étaient des rétex en fait pas de capitalisation des leçons, mais plutôt de se dire ok, quelles sont les leçons? C'était plutôt des rétex en mode un peu militaire. Il y a une équipe qui vient d'accomplir une mission, elle rentre de mission. Qu'est-ce qu'elle doit communiquer à l'équipe suivante qui ferait la même mission? Parce que l'idée, c'était de se dire, si en septembre, on a une deuxième vague, ce qui n'a pas manqué d'arriver, et c'est pas les mêmes équipes, parce que les types sont partis, les types sont malades, sont en vacances ou autres, comment est-ce qu'on fait pour vraiment faire transmettre en fait l'expérience de l'équipe 1 à l'équipe B? Donc en fait, on a mis en exergue un certain nombre de leçons, mais on ne peut pas dire qu'on soit à un temps où on ait pu véritablement capitaliser, augmenter la résilience de l'entreprise par l'intégration de ces leçons dans l'ADN de l'entreprise.
Ça, je pense que c'est... Et en plus, le rétex pur, c'est un moment de clôture. Donc, il faut être certain que la crise est terminée. C'est pour ça que, du coup, c'est pas encore le moment. Cependant, il y a eu des temps d'accalmie et il fallait absolument qu'on puisse intégrer les retours d'expérience parce que quand on fait des tours de table et qu'on demande aux gens enfin en rétex, qu'est-ce que vous voulez ne plus jamais vivre, il y a des choses qui sortent et qu'il faut tout de suite régler parce qu'on va pas passer 1 an comme ça encore à épuiser les gens, quoi. Benoît, sur le retour d'expérience qu'on peut faire au niveau de l'entreprise et puis à son propre niveau peut-être. Oui, alors c'est peut-être un niveau un peu contrasté. D'un côté, on a une forme de créativité et de l'autre côté, une sorte de fragilité. Sur la créativité, ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'effectivement, même si certains organes centraux de l'entreprise ou à l'échelle gouvernementale ont fait parfois défaut, il y a une forme de créativité à l'échelle locale. C'est-à-dire que les gens se sont réorganisés, ils ont trouvé des plans B, de ci, de là, des solutions bout de ficelle. Donc ça, c'est plutôt rassurant au niveau d'une société, un début de résilience. Et à contrario, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu aussi des formes de fragilité, des gens qui effectivement ont développé des stress post-traumatiques. Tout cela parce qu'ils sont restés enfermés chez eux une quarantaine de jours. Aujourd'hui, on a des voix qui s'élèvent en disant si on ferme les bars le soir, c'est toute une génération qui va être traumatisée. Donc on a encore quand même quelques vraies vulnérabilités par rapport à tout ça. Et peut-être la leçon à retenir pour les entreprises, c'est que l'entreprise peut être prête sur le papier avec son plan de continuité d'activité. Maintenant, elle va devoir rendre résiliente chacun des individus qui constituent le plan de continuité. Donc il y a une vraie question autour de l'auto-résilience. Est-ce que moi je suis résilient? Est-ce que vous êtes résilient? Aujourd'hui, par exemple, l'OMS donne une préconisation pour toutes les populations qui sont dans un rayon autour de 200 km autour d'une centrale nucléaire. Cette population doit connaître les premiers gestes de sauvegarde et de mise en sécurité. Donc si je vous adresse cette question aujourd'hui, si à l'instant où je parle, on a un incident nucléaire dans un rayon de 200 km autour de Paris, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc souvent le Français a la facilité de porter la responsabilité à une autre échelle, que ce soit la commune, le ministère, le patron, etc. etc. Mais il serait assez intéressant de faire ce petit travail d'introspection, à savoir est-ce que moi, à l'échelle de l'individu que je suis résilient. J'allais te demander quelles sont tes recommandations. Donc ça, ce serait ta première recommandation, une deuxième? Oui, c'est ça. Ensuite, une seconde recommandation qui déroule de ce constat, c'est que l'entreprise va devoir faire la revue des troupes, un peu comme tu le disais, Emmanuel. Une fois que les pompiers ont fini la mission, ils rentrent à la caserne, ils nettoient le camion, ils font le plein d'essence. Donc ça sera effectivement peut-être d'ici quelques mois. Il y a un travail de rétex à faire et au-delà d'un travail de débriefing, il y a aussi ce travail de diffusing, c'est-à-dire d'intégration de tous les facteurs psychologiques et comportementaux des gens, puisque certains ont perçu qu'il y avait du stress derrière cette situation. À tort ou à raison, le stress étant quelque chose de purement psychologique. Donc chacun d'entre nous a vécu cette situation d'une façon différentielle et il va falloir, j'allais dire, homogénéiser tout ça et sortir de là par le haut en faisant un peu de storytelling, c'est-à-dire en créant un discours sur l'événement dommageable qui est arrivé à l'entreprise. Voilà. Et ça sera source de résilience, mais source de résilience uniquement si ce discours est accompagné dans les faits de mesures qui permettent d'améliorer la résilience. Emmanuel, tes recommandations aujourd'hui? Je ferai juste un petit mot par rapport à la culture française, parce que ça c'est vraiment une caractéristique et c'est quelque chose sur lequel j'essaye de me battre, ou d'en parler au maximum. On a vu, c'est pas que le Covid, on a vu avec Lubrizol à quel point la population française, mais je veux pas accuser la population française ou le gouvernement, je pense que c'est la culture en fait en France, c'est comme ça. Les gens attendent tout de l'État. Et l'État a assez peu confiance finalement dans la population et réciproquement. On l'a vu avec le Covid, c'est-à-dire que la première idée qu'ils ont eue, les Anglais ont utilisé le réseau des médecins de ville, etc., les Belges également. Nous, le premier truc qu'on fait, c'est alors les médecins, surtout, vous sortez de l'affaire et tout le monde appelle le 15.
C'est quand même un peu curieux. Et c'est comme ça en permanence. Et sur Lubrizol, ça a été ça aussi. On va pas faire sonner les sirènes à 2 heures du matin parce que de toute façon, bon, la population a jamais été intégrée dans les exercices Céveso, donc de toute façon, il y a assez peu de chances qu'elle sache ce que ça veut dire. Et qu'en plus, on se dit que les gens vont faire n'importe quoi, donc c'est vraiment pas la peine de les prévenir. Et donc, des deux côtés, il n'y a pas de confiance et il n'y a peut-être pas de résilience. Donc ça, c'est vraiment mais pour moi, c'est purement culturel, en fait. Alors, sur les recos. Alors dans ce contexte, qu'est-ce que tu recommandes? Alors aujourd'hui, je recommande, sur le contexte purement Covid, vraiment, c'est quand même de s'asseoir à un moment et de faire participer un maximum de gens dans l'entreprise. On peut faire ce qu'on appelle des sprints digitaux. Il y a plein de moyens pour faire remonter, par exemple, leur poser 2 questions. Pendant ces mois-là, qu'est-ce que vous voulez plus jamais vivre? Et voyez un peu ce qui remonte. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait, ou vous avez entendu dire, ou entendu parler, qui était innovant, qui était particulièrement intéressant, qui vous a particulièrement plu, et que vous voudriez garder. Avoir un réel bilan positif, négatif de cette période. C'est ça, et on peut passer par le digital pour faire ça, et ça prend un quart d'heure. Enfin, c'est une petite technique assez sympa d'intelligence collective, et on peut faire travailler jusqu'à 200, 300 personnes dans ce quart d'heure, tous en même temps, en fait. Et on en retire directement les enseignements. Et voilà, et mettre en place tout de suite ce qui a vraiment été très compliqué. Il faut régler les choses parce que la crise va durer, quoi. Ça, c'est... Voilà. Véronique, une recommandation ici de ce que vous avez vécu? Déjà, je pense que c'est d'avoir un plan de crise. Ça me paraît un plan de gestion de crise, en tout cas, puisque comme le disait Emmanuel, ça s'improvise pas. C'est vraiment une méthodologie. Il y a des écueils à éviter et il y a tous les aspects, je dirais, multidimensionnels d'une crise, et que parfois on a tendance à oublier certains aspects. On va faire que du sanitaire et puis tac, il y a une attaque cyber qui arrive. Et alors là, c'est la désorganisation complète. Donc je pense que c'est revoir son plan de gestion de crise, le mettre en place s'il n'y en a pas un, et être formé et s'entraîner. Ça me paraît être la recommandation première. Peut-être une autre qui est très attachée pour le coup à Téléperformance, et là c'est plus pendant la crise. Nous on a vu les bienfaits de prendre un extrême soin de notre capital humain à tout moment. C'est déjà par leur donner une information qui soit transparente et régulière. Je crois que c'est important, donner des messages positifs. Parce que dans ce moment morose, c'est pas toujours facile. Des messages de reconnaissance, parce que sans eux, c'est compliqué d'avancer. Et on a beau avoir le meilleur PCA du monde, c'est compliqué. Et aussi un peu de fun par certaines initiatives. Et je crois que c'est très fédérateur en temps de crise et très important pour les collaborateurs. Vous parliez aussi au tout début de l'implication de la direction générale. Visiblement, chez vous, ça a été très important et ça a changé la donne. Clairement, avoir un leader fort en gestion de crise est essentiel, parce que c'est lui qui va impulser une dynamique, des objectifs clairs, parce qu'il peut y avoir des objectifs qui parfois ne le sont pas, et donc un leadership très fort qui va fédérer l'équipe et nous amener vers un but commun qui est on continue, on se protège, on fait attention, on préserve le groupe et vos emplois. Et je crois que c'est très important, et ça passe aussi par ce leader et par la culture d'entreprise qu'il a amenée. Alors, en guise de conclusion, moi qui ai une question, là, je vous vois pas, hein, il faut beaucoup bouger si vous avez une question, parce que on est un peu trop ébloui. Un mot de conclusion peut-être sur le message fort que vous souhaitez faire passer aujourd'hui. Est-ce qu'en une phrase, vous pourriez me résumer votre message? Je crois qu'avec cette crise, on a appris à être surpris. Et c'est un sacré apprentissage de mon point de vue. Donc je crois qu'il faut capitaliser sur cet apprentissage et en faire une valeur ajoutée pour chacun et pour l'entreprise. Emmanuel, Moi je dirais que là tout le monde peut lire le Black Swan, puisqu'on a ce Black Swan derrière. Le bouquin de Taleb est Antifragile, également le deuxième qui est excellent. Un seul mot en fait. On a compris que ça ne peut pas s'improviser. Donc en fait, il faut absolument avoir réfléchi à qu'est-ce que serait une crise pour votre entreprise,
qu'est-ce qu'on ferait, comment est-ce qu'on s'organiserait, quelle méthode, et puis surtout s'entraîner, parce que c'est la gestion de crise, hein, c'est comme je dis souvent, c'est comme le petit certificat de secouriste de la Croix-Rouge. Si vous n'avez pas refait un entraînement dans l'année, vous perdez le certificat. Et le problème de l'action réflexe, donc de l'ouverture de cellules de crise et des premières mesures et des premières réflexions, c'est absolument fondamental, parce que si on rate l'ouverture, 3 mois plus tard, vous êtes encore... Enfin, ça ne se rattrape pas en fait. Très concrètement, ça se rattrape assez mal. Et donc y avoir réfléchi avant et s'entraîner. Benoît, ton message fort en conclusion? Disons que c'est effectivement, enfin, pour les entreprises, elles pouvaient penser le monde en termes de structure. Là, il faut plutôt le penser en termes de dynamique. À chaque nouvelle crise, on essaie d'apprendre à être surpris, ce qui est un peu un vœu pieux parce que anthropologiquement, on aime être dans nos petites certitudes et dans notre confort. Sauf que le monde étant de plus en plus interconnecté, les menaces le sont tout autant, que ce soit du cyber, que ce soit du sanitaire, que ce soit des conflits. Nos chaînes logistiques sont internationalisées. Donc, chaque soubresaut du monde, où qu'il se trouve, et quelle que soit son échelle, impacte aujourd'hui l'entreprise. Donc, c'est simplement, effectivement, apprendre collectivement à avoir une certaine forme de flexibilité mentale, et puis être en capacité de construire un sens commun partagé, quel que soit l'événement indésirable qui survient. Donc, ça, c'est la force du collectif. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coaching pour essayer de redonner du sens à l'entreprise. Il faut arriver à remotiver les collaborateurs parce que la meilleure résilience qui soit, eh bien, c'est l'investissement que l'on veut donner à l'action. Voilà. Par exemple, au GIGN, un gars est prêt à se faire trouver la peau pour 3 000 € par mois. Tout simplement parce que derrière ça, il y a une certaine forme de motivation. Aujourd'hui, il y a une crise de sens des entreprises. Et donc, dès que les entreprises sont en crise, ça s'étiole. Soit ça s'étiole, soit ça se révèle. C'est relativement binaire. Il y a une réaction dans les deux cas. Mais si ça s'est révélé, si vos salariés ont réagi positivement, il faudra qu'il y ait une récompense derrière, d'une façon ou d'une autre. Alors, je ne parle pas forcément en termes de monnaie. Ça peut être une récompense symbolique. Mais il faudra resserrer les effectifs et redonner une dynamique à l'ensemble. Merci beaucoup à tous les trois.